20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bonsoir et bienvenue sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Vous êtes bien dans Storytelling, votre rendez-vous culture et divertissement hebdomadaire. Très heureux de vous retrouver cette semaine encore une fois pour une émission à la maison, mais en direct sur notre page Facebook. Ce soir, notre storyteller arrive dans moins d'une demi-heure et il va vous embouter puisqu'il s'agit de Cyril Arnaud, hypnotiseur, homme de scène, mais aussi pratiquant de l'hypnose thérapeutique. On découvre avec lui son univers et son monde dans quelques instants. Avant cela, Alban Gamet de Saint-Germain, ou plutôt Camille de Zelle nous prodigue ses conseils mode. Ce soir, elle est en mode nos bras. Théo Grévin, lui, s'occupe de tout pour votre soirée ciné. Ce soir, il est d'humeur film de gangster, mais français. Toujours côté cinéma, cette fois-ci à la sauce record absurde. Samuel Mesberg nous dévoile les anecdotes les plus folles du 7e art dans quelques instants. Et puis bien sûr, pour les gourmands, notre chef Mathilde Couvillère-Flornois nous présente une carte gorgée de soleil ce soir. Mais attention, tout n'est pas à manger. Et puis bien sûr, l'incontournable conseil de surveillance des artistes de Manon Blanchis, les drôles de loi de maître Philippine Rouvière-Flamand. Tout ça, c'est dans quelques instants dans Storytelling. Mais alors surtout, n'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Instagram avec le hashtag FréquenceESJ ou surtout les réseaux en nous attend avec le @FréquenceESJ. D'ailleurs, Florent Michelin, au cours de cette émission, c'est notre monsieur réseaux sociaux. Il est allé recueillir vos réactions concernant la fête des mères. On voit ça dans 5 minutes. On est parti pour une heure de divertissement ensemble dans Storytelling sur FréquenceESJ. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Retrouver Philippine Rouvière-Flamand et ses drôles de loi. Jeudi dernier, Guy Bedos nous quittait. L'humoriste star de Nous irons tous au paradis s'est finalement envolé après plus de 50 ans de carrière. En hommage, Axel Rebaud nous dresse son portrait. Et oui, Guy Bedos est mort. Certains nostalgiques ont déjà peur pour eux. Il était un porte-étendard qu'on ne peut pas remplacer. Celui qui n'avait jamais sa langue dans sa poche, qui avait toujours quelque chose à redire. Ils craignent donc l'avènement du politiquement correct et regrettent une liberté d'expression selon eux déjà disparue. Maintenant que Guy est mort, une page se tourne, c'est la fin d'une époque. On ne peut plus rien dire, qu'il gueule. Sauf que Guy Bedos, il les aurait sûrement traités de cons, ceux-là, comme pour Nadine Morano. Et oui, un franc provocateur, Guy Bedos, il ne se censurait jamais. Je dis et j'écris ce que je veux, disait-il encore il y a quelques années. Mais d'autres reprendront le flambeau, ça j'en suis persuadé. Bien sûr que l'on peut encore l'ouvrir sur les sujets qui fâchent. Et puis ces spectacles, ces films, ces interventions fulgurantes à la télé, on les voit encore et elles nous font encore beaucoup marrer. Mais il faut le reconnaître que sans lui, c'est différent, Guy Bedos. C'était une éloquence comme on n'en fait plus. C'était une plume acerbe comme on n'ose plus. Mais surtout, c'était un amoureux du risque. Jamais il ne dirigeait ses écrits contre plus faible que lui. Je ne m'attaque jamais à quelqu'un qui est déjà à terre, expliquait-il. Il faut prendre des cibles qui peuvent largement se défendre et même se venger. C'est ça qui est excitant. Ce besoin de l'affrontement, on l'a ressenti tout au long de sa carrière, de sa vie même. S'il n'avait pas eu la plume qu'il avait, Guy Bedos aurait sans doute été combattant de free fight ou boxeur professionnel. Je suis pas sûr ça. Plus que de l'amour pour lui, le risque, c'était une addiction. Quand on le questionnait sur sa consommation de tabac, il disait « quand je lis fumais-tu, ça m'excite ». Peut-être que ce qui l'excitait au fond, c'était de rejoindre vite ses vieux copains, Pierre Desproges, Jean Rochefort et Jean-Loup Dabadi, décédé 3 jours avant lui. Il rigolait souvent du fait qu'il était un suicidaire qui s'attarde. Je pense à la mort, disait-il, en 2014, mais maintenant, j'aurais même plus besoin de me suicider. Elle se chargera sans doute de moi sans que je l'aide. Encore une fois, il avait C'est gay, hein. Toujours avec Guy Bedos. Encore une fois, il avait vu juste. Son fils, Nicolas Bedos, annonce sa mort sur les réseaux sociaux jeudi dernier, dans un court texte. Il lui dit « Embrasse Desproges et Dabadi, puisque vous êtes tous au paradis ». Merci Axel Rebaud pour ce vibrant hommage à Guy Bedos qui nous a quittés il y a un peu moins d'une semaine. Et donc après ce petit hommage, on retrouve maintenant Philippine Rouvière-Flamand pour un registre quand même un peu plus gai. Elle nous présente comme chaque semaine ses drôles de lois et on commence par une loi venue du futur pour les administrés de Châteauneuf-du-Pape. Alors, on a un petit problème avec Philippine Rouvière-Flamand. Maître, il faut ouvrir votre micro peut-être. Alors, visiblement, je n'entends toujours pas Philippine Rouvière-Flamand. Elle doit peut-être avoir son micro coupé. On va essayer de l'entendre. Peut-être un problème
avec les AirPods. C'est les joies du direct. On est tous ensemble par Skype depuis la maison. C'est peut-être les AirPods qui ne fonctionnent pas. Ça arrive souvent. On va reprendre Philippine Rouvière-Flamand dans quelques instants. Le temps de retrouver quelqu'un d'autre de l'équipe, le temps que Philippine Rouvière-Flamand revienne. Et on va faire cette fois-ci un tour du côté des réseaux sociaux avec Florian Michelin, plusieurs fois pendant l'émission. On va faire un petit côté des réseaux sociaux avec lui. Et cette semaine, on vous a posé une question sur Twitter à propos de la fête des mères, à savoir qu'est-ce que vous comptez offrir à vos mamans dimanche. Bonsoir Florian. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Et oui, j'ai posé la question, quel est le cadeau que vous allez offrir pour la fête des mères dimanche? Et on a eu pas mal de réactions. Il y a Mathilde sur Twitter qui nous dit « J'offre rien, ce qui compte c'est l'amour au quotidien ». Bah bravo Mathilde. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est la même qui dit la fête des mères, des pères, la Saint-Valentin, Noël, ce sont des fêtes commerciales. Bah non, vous êtes juste une grosse radine, comme l'a dit Bastien. Il y a Philou aussi sur Twitter, elle va offrir à sa mère un tapis pour jouer au golf aux toilettes. Alors ça, c'est original. Philou, je ne sais pas ce que tu essayes de faire passer comme message à ta mère, soit elle est fan de golf et tu veux que ça devienne la Tiger Woods des WC, ou soit elle a des gros problèmes de transit et tu veux lui rendre ce moment de vie très ludique et ça part d'une bonne intention. Alors oui, nous passons en moyenne 3 ans de nos vies aux toilettes, donc essayez d'économiser un peu le temps de votre mère et achetez-lui des fleurs plutôt. C'est toujours aussi poétique en tout cas avec vous Florian Michelin. Merci en tout cas d'avoir encore fait un tour des réseaux sociaux. On vous retrouve encore plusieurs fois lors de cette émission pour faire un petit tour et puis on vous aura aussi lorsqu'on aura le plaisir de recevoir Cyril Arnaud, l'hypnotiseur, pour faire un petit tour de ce qui se dit sur lui sur les réseaux. Maintenant on va retrouver, je l'espère, Philippine Rouvière-Flamand qui maintenant a dû régler son problème de son. Philippine Rouvière-Flamand, est-ce que vous m'entendez, maître ? Oui, je vous entends, vous m'entendez ? Ah, super, parfait Philippine. Génial. Donc comme je le disais juste avant, on vous retrouve pour parler de drôles de loi et on commence avec une loi venue du futur pour les administrés de Châteauneuf-du-Pape. Oui, donc dans le Vaucluse, dans cette petite ville du Vaucluse, il est absolument interdit aux ovnis de survoler, d'atterrir ou de décoller sur tout le territoire de la commune. Donc cette loi qui fête bientôt ses 66 ans est en fait un véritable coup de pub pour la commune et c'est la mairie qui le dit en plus. Donc d'après le fils du maire de l'époque, l'idée lui serait venue pendant un congrès avec d'autres maires en France. À l'époque, les ovnis et les extraterrestres étaient à la mode et beaucoup d'histoires circulaient là-dessus. Alors le maire de l'époque s'en est servi pour faire de la publicité gratuite de Châteauneuf-du-Pape. Un coup de pub qui a très bien fonctionné puisque à l'époque, les médias du monde entier sont venus interviewer le maire. C'est malin, en tout cas, ils sont précautionneux à Châteauneuf-du-Pape. Et d'ailleurs, nous aussi, on vous en parle plus de 50 ans après. En tout cas, comme cette loi n'a jamais été remise en question, elle est toujours en vigueur et le maire actuel ne veut pas y toucher. Donc encore aujourd'hui, il est interdit à toute soucoupe volante ou cigare volant de survoler, atterrir ou décoller sur la commune de Châteauneuf-du-Pape. Dans la loi, il est dit que les contrevenants se verront verbalisés par le garde champêtre et que l'engin sera confisqué et remis à la fourrière. Et peut-être que bientôt, quand les extraterrestres nous auront vraiment envahis, cette loi sera utile. On n'est jamais trop prudent en tout cas. Et une autre interdiction un peu spéciale, on ne peut pas faire ce qu'on veut chez soi apparemment. Et non, on croyait, mais finalement non. On pensait pouvoir être bien chez soi sans aucune restriction. Mais non, l'article 222-32 du Code pénal est formel. Vous ne pouvez pas vous balader nu chez vous si on peut vous voir. Bon, je vous vois venir les provinciaux et les campagnards qui vont dire « Nous, on s'en fout, on a une maison à la campagne et les voisins, ils sont loin. » Mais nous, les citadins... Vous imitez quand même très bien les provinciaux et les campagnards. Je fais très bien le provincial, oui. Mais nous, les citadins et surtout les Parisiens, le vis-à-vis, c'est notre quotidien. Donc, il ne reste plus qu'à poser des rideaux et à checker qu'ils soient bien fermés avant de sortir de la douche. Mais le pire, c'est que si vous vivez avec une autre personne, votre coloc peut carrément porter plainte contre vous. Alors, vous avez intérêt à devenir pote avec eux parce que si c'est pas respecté, on peut avoir une amende qui va jusqu'à 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Et heureusement qu'on va jamais en prison pour 1 an. Vous imaginez ? T'es là dans ta cellule, tu parles avec les autres détenus. T'es là pourquoi toi ? Moi j'ai tué mes parents à l'appel et toi j'étais tout nu chez moi. L'ambiance elle sera pas folle. Effectivement, il y a mieux comme ambiance c'est sûr et ce serait bête d'aller en prison pour ça. Merci maître Rouvière-Flamand. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour de nouvelles drôles de lois. En tout cas, on le rappelle, c'était un petit peu méchant quand même l'imitation des campagnards et des provinciaux. Il n'y a pas que Paris quand même maître Flamand quand même en France. Et maintenant, déjà petit rappel, on est ensemble pour encore 50 minutes de divertissement dans Storytelling. Alors n'hésitez pas à commenter sur le live Facebook et à poser vos questions au cours de cette émission.
Pour l'heure, c'est le moment d'accueillir notre directrice du conseil de surveillance des artistes. C'est le CSA de Fréquence ESJ, Manon Blangis. Vous nous expliquez l'histoire de Song 2 de Blur, un titre qu'on aime particulièrement à Fréquence ESJ, surtout parce qu'il est très court. Bonsoir Manon. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Vous appelez sûrement Song 2. Wouhou! Voilà, ça, c'était le moment de gêne, mais c'est pour que tout le monde voit de quelle chanson je parle. L'enquête du CSA a commencé quand je me suis dit, quand même, un titre qui s'appelle Song 2. Donc, chanson 2, c'est pas commun, doit y avoir une histoire derrière. Résultat, Song 2, c'est en fait un titre provisoire, celui de la démo, parce que c'était la deuxième chanson enregistrée par Blur pour leur album de 97. Ça fait sens. Voilà, exactement, sauf que la première fois que le groupe londonien l'a joué, au Hull Street Festival en Suède, il n'y avait toujours pas de titre. Damon Albarn, le chanteur, a donc dû expliquer au public « Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais même pas de quoi ça parle parce que je ne l'ai pas vraiment écrite encore. » Voilà, on commence bien, ils se sont pas trop foulés. Ouais, d'accord. Un peu incompréhensible la situation, j'imagine, si on était au festival. Et ils ont fini en fait par garder le nom, mais il y a quand même un lien avec la chanson. C'est le deuxième single de l'album, le deuxième titre dessus. Elle dure 2 minutes et 2 secondes et elle est composée de 2 couplets et 2 refrains. Ça fait pas mal de 2 avec le CSA. On accepte donc qu'elle s'appelle Song 2. Mais franchement, on était à la limite d'une amende pour flemme. Ouais, c'est gentil de votre part. Hein. Je pense qu'ils avaient vraiment peur. Et on parle de flemme, mais cette chanson, c'était vraiment une immense blague. Hein. Et il n'y a aucun second degré ici. Littéralement, Song 2 était une blague. Blur était en studio pour leur 5e album. Le chanteur Damon trouve la mélodie et le guitariste Graham Coxon choisit d'accélérer le morceau. Donc, à partir de là, ça part totalement en live. Il veut faire le son le plus bruyant et le plus horrible possible. Okay. Le plus horrible, hein, ça n'a aucun sens. En fait, il en a marre de faire des trucs compliqués, donc il veut un son et une mélodie très simple. Et il veut surtout que ça soit un titre fait, mais complètement à l'arrache. Mais bien sûr, ça ne devait pas sortir. Le groupe voulait en fait faire une blague à leur label et leur dire d'enregistrer Song 2 comme single, alors que pas du tout. Graham Coxon a expliqué dans une interview qu'ils s'étaient tous dit « Ils vont détester, on va bien rigoler ». Sauf que résultat, le label a adoré, la blague a complètement raté et la maison de disques a absolument voulu que ce titre figure sur l'album. Bon, ils n'ont pas eu tort puisque maintenant Song 2 est ultra connu et son riff de guitare aussi. Bah ouais, et ils ont eu bien raison hein, finalement, parce que c'est un peu le titre emblématique de Blur aujourd'hui. Et le batteur Dave Rowntree a d'ailleurs déclaré qu'ils étaient obligés de jouer Song 2 à chaque fois qu'ils étaient en festival, parce que s'ils le faisaient pas, ils ne seraient plus jamais invités dans les festivals, alors que c'était une blague. Merci Manon Blangis, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau CSA. Vous nous direz encore une fois les secrets d'une nouvelle chanson. Et dans un instant, on retrouve Florian Michelin du côté des réseaux sociaux. Mais en attendant, notre chef Mathilde Couvillard-Flornois nous emmène dans sa cuisine et nous montre sa carte. Et avec le soleil et la chaleur de juin, on a envie de manger des glaces pour se rafraîchir, mais pas n'importe lesquelles. On vous donne la recette ce soir d'une glace bien connue. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Bastien, vous en avez sûrement entendu parler si vous êtes un adepte du McDonald's comme moi. La fameuse glace connue sous le nom de McFlurry est passée à 4 €. Ouais, ça commence à faire cher la glace. Et oui, c'est super cher. C'est pour ça que je vais vous donner la recette du McFlurry pour que vous puissiez la faire chez vous et surtout pour que vous puissiez garder votre argent. C'est gentil en ces temps un petit peu durs. Et pour ceux qui ne connaissent pas cette glace, pour ceux qui vivent dans une grotte, le McFlurry, c'est donc une glace onctueuse qui se mange dans un pot. Exactement, et l'intérêt de la glace, c'est justement qu'on puisse varier les plaisirs en choisissant différents toppings comme M&M's, Kit Kat, Oreo et bien d'autres, mais surtout qu'on puisse ajouter un nappage caramel, fraise ou chocolat sur sa glace, et ça fait la différence. Alors pour faire votre propre McFlurry, vous devez mélanger dans un récipient 150 g de crème fraîche épaisse, 150 g de mascarpone, 50 g de lait concentré sucré et un sachet de sucre vanillé. C'est pas ouf pour le Summer Body, ça. Ah non, c'est sûr, c'est de la glace quand même. Donc quand vous avez tout ça, vous mélangez au fouet et vous mettez votre glace au congélateur pendant 2 heures. Pendant ce temps, il faudra bien penser à remuer toutes les 30 minutes pour que la glace soit bien onctueuse. Et au bout des 2 heures, votre glace est prête et vous n'avez plus qu'à y ajouter les toppings et le nappage. Et vous avez quelques idées de toppings justement pour agrémenter un peu la glace ?
Bah justement, le but du topping, c'est que ça doit être bien croustillant, donc il faut bien découper tout ça en petits morceaux pour que ça se mélange bien. Pour ceux qui aiment le McFlurry classique, il y a les associations incontournables comme caramel M&M's, chocolat Oreo ou chocolat Kit Kat. Après, le but, c'est d'essayer plusieurs combinaisons. Et pour les plus audacieux, on peut faire fraise sablée, chocolat pistache ou caramel spéculoos. Je laisse libre cours à votre imagination. J'ai jamais compris le chocolat pistache, mais bon, je ne juge pas. Et justement, en parlant d'imagination, McDonald's a inventé une nouvelle recette du McFlurry. La chaîne de fast-food a inventé le McFlurry Ruby. Il s'agit d'une glace à la vanille avec coulis de framboise et Kit Kat Ruby. Alors, c'est quoi le Kit Kat Ruby? C'est une sorte de Kit Kat apparu au Japon. Là-bas, ils en ont plein de sortes. On peut même en trouver au wasabi. Et le Kit Kat Ruby est rose. Oui, c'est spécial. D'accord. Parce qu'il s'agit en fait d'une nouvelle variété de chocolat. Le chocolat Ruby est naturellement rose et il aurait un goût fruité. Donc, le nouveau McFlurry Ruby serait en fait tout rose. Et cette nouvelle recette est apparue au Japon, puis en Corée et arrive petit à petit en Europe. Eh ben, écoutez, moi, je me méfie un petit peu des recettes dans les pays asiatiques. C'est vrai que même dans les grandes chaînes de restaurants internationales, ils ont souvent des recettes un peu bizarres. Donc, un peu de patience pour ceux qui voudraient goûter le McFlurry Ruby. La recette est arrivée en Allemagne depuis peu, mais elle n'est toujours pas prévue pour la chaîne de McDonald's en France. Merci Mathilde Couvillère-Flornois. En tout cas, tout à l'heure, on vous retrouve pour une nouvelle recette, mais cette fois-ci qui ne se mange pas. À tout à l'heure. Vous êtes bien sûr Fréquence ESJ, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux au cours de cette émission avec le hashtag Fréquence ESJ. C'est d'ailleurs l'heure d'y faire un tour sur les réseaux sociaux et de retrouver une nouvelle fois Florian Michelin. Je rappelle qu'on vous a demandé ce que vous comptiez offrir à votre maman pour la fête des mères. Qu'est-ce que vous avez trouvé cette fois, Florian ? Aspirateur. Oui, vous avez bien entendu, aspirateur. Il y a Fabien sur Facebook qui nous dit qu'il va offrir à sa mère un aspirateur. Tu penses vraiment que ta mère va te dire « Oh, merci mon chéri, un aspirateur pour que maman puisse faire le ménage. Maman adore tout nettoyer quand elle rentre à la maison après 8 heures de travail. Vraiment, je suis ravi que tu considères comme ta femme de ménage personnelle. » Alors là, c'est non. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas parce que votre mère se plaint que l'aspirateur fonctionne mal qu'il faut lui en offrir un. Ce n'est pas un cadeau de fête de mère, mais un ustensile pour faire le ménage. Évitez aussi tous les appareils de cuisine pour la même raison que l'aspirateur, et parce que votre mère ne passe pas toutes ses journées dans la cuisine. C'est vrai. Bah écoutez, merci Florian pour ce magnifique message féministe. Ça m'étonne de votre part, mais en tout cas, ça fait plaisir à entendre. En tout cas, on vous retrouve encore plusieurs fois lors de cette émission pour faire un petit tour du côté des réseaux sociaux. Bien, mais oui. Et voilà, et ça fait bientôt presque un quart d'heure qu'on est ensemble en votre compagnie. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur tous les réseaux de Fréquence ESJ. On continue cette édition de Storytelling et on retrouve maintenant Samuel Mesberg pour ses records de la semaine. Et on commence tout d'abord, avec un record fou en rapport avec le cinéma. Bonsoir Samuel. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Alors on sait que la réalisation de films se fait souvent seule, même s'il existe quelques duos, notamment Olivier Nakache et Eric Toledano, réalisateurs d'Intouchables notamment. Super film. Eh bien moi aujourd'hui je vais vous parler du film qui a été réalisé par le plus grand nombre de personnes. Le long métrage américain Train Station a été réalisé par pas moins de 41 réalisateurs. 41, d'accord, c'est énorme, mais pourquoi ils ont eu besoin d'autant de réalisateurs pour un seul film ? Eh bien, en fait, c'est en rapport avec la manière dont est écrit le film. Il met en scène l'histoire d'un individu qui a été confronté à un mystérieux accident de train. Il doit donc effectuer des choix cruciaux. Chacune des décisions qu'il prend le conduit à un nouvel embranchement de scénario. Et chacun des embranchements différents est réalisé à chaque fois par un réalisateur différent et avec un casting différent. D'accord, donc un truc un peu fourre-tout avec plein de styles différents. Donc ça veut dire qu'on suit un seul acteur lors de toute l'histoire qui lui rencontre plusieurs autres personnages en fait. En fait non, ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Le personnage principal est en réalité aussi joué par 40 acteurs différents. Des hommes, des femmes, des jeunes, des plus âgés, des ethnies différentes. Voilà, chacun des acteurs ne ressemble pas au précédent et c'est la seconde grande particularité de ce film. Le moyen pour qu'on puisse reconnaître qui est le personnage principal, c'est le nom de celui-ci. The Man in Brown, l'homme brun en français pour le petit frère de Florian qui comprend rien à l'anglais. Alors The Man in Brown, je pense qu'on peut aussi le traduire par l'homme en marron, voilà pour le petit frère de Florian. Ce record, il est donc homologué, c'est officiel au livre des records. Quel est le film qui détenait le record avant celui-là ? Qui a la deuxième place ? Donc, c'était avant Train Station, le record était détenu par The Owner qui lui raconte une seule et même histoire, celle d'un vieux sac à dos traversant le monde à la recherche de son propriétaire. Parmi les 25 réalisateurs du film, la plupart effectuaient leur début derrière la caméra. On y retrouve par contre le metteur en scène brésilien confirmé Rafael Yoshida, mais aussi Xavier Agudo. Bon, là vous allez me dire, mais c'est qui Xavier Agudo ?
Et bien en fait, ouais, c'est un des je le réalisateurs demande, ouais. de Train Station en fait. Et D'accord. il est dans les deux records. Donc le mec, il est dans les deux films avec le plus de réalisateurs au monde. Un sacré honneur pour lui. Et tout est lié. Merci en tout cas Samuel Mesberg. On notera que ces deux films sont les deux seuls auxquels Xavier Agudo a participé. Voilà, carrière un peu courte, petit ange parti trop tôt. Merci en tout cas, on vous retrouve plus tard dans cette émission, en fin d'émission, Samuel Mesberg. Et avant de retrouver Cyril Arnaud, le spectaculaire hypnotiseur dans une dizaine de minutes, ce soir, on vous donne, comme chaque semaine, un conseil ciné. Théo Grévin, vous nous présentez un homme du genre impulsif, représenté à merveille dans un film tiré d'une histoire vraie. Bonsoir Théo. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Oui, ce soir, je m'attaque à du lourd, du très lourd, braquage, cambriolage, kidnapping, assassinat, tentative d'assassinat. C'est ce qu'il y a de noté dans la case Tout ce qui vous expérience. définit en fait, Théo. Alors non, parce que non, moi c'est un petit peu moins quand même. J'ai pas tout ce palmarès. C'est donc dans le CV de Jacques Mérine et le film L'Instinct de mort retrace parfaitement la vie de celui qu'on surnomme l'homme aux mille visages. Lui préférait qu'on l'appelle le grand, bon un peu le boulard. Mais ne surtout pas écouter Mérine. Quand on n'écoute pas Mérine, ça a coûté la vie à certaines personnes, malheureusement. On ne sait pas combien de personnes il a tué en tout, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'hésitait pas avant d'appuyer sur la gâchette. Après son service militaire qu'il réalise pendant la guerre d'Algérie, Mérine revient avec une colère qui restera en lui jusqu'à la fin de sa vie. Dans le film, il est interprété par Vincent Cassel, qui correspond parfaitement au personnage. Il a d'ailleurs reçu le César du meilleur acteur en 2009 pour ce rôle. Il alterne entre l'homme gentil, un petit peu charmeur, qui a beaucoup de succès, puis l'homme horrible qui va jusqu'à kidnapper une personne qu'il n'apprécie pas, l'emmener dans une forêt et le torturer à coups de couteau avant de le jeter dans un trou et de le recouvrir de terre. Bon, moi, je fais pas ça, je vous le dis. J'espère, Théo. Sinon, on arrête de bosser ensemble. oui, ça serait mieux. Oui. Donc, j'ai un peu cassé l'ambiance, mais Mérine sait aussi être plus marrant, comme cette scène du film où les policiers sont à sa porte et il fait rentrer le commissaire et lui offre une coupe de champagne en disant « Oh, c'est une arrestation qui a de la gueule ». Ouais, c'est vrai, au moins c'est la classe. Et Mérine, c'est aussi le spécialiste des évasions, bien sûr. 2 évasions en 1972, déjà au Québec. Mérine avait repéré que les rondes étaient moins fréquentes le week-end et s'était procuré des limes, des outils et une échelle de peintre pour s'enfuir. Puis en 1978, alors qu'il est dans le quartier de haute sécurité de la prison de la Défense à Paris, habillé en gardien. Pas une petite prison, quoi. Non, pas une petite prison. Il escalade avec un complice le mur d'enceinte à l'aide d'une échelle entreposée dans la cour pour des travaux. Il s'évade alors de cette prison où il est réputé inviolable. Mais 1 an plus tard, alors qu'il se cache à Paris avec sa compagne, il est suivi par les policiers qui, porte de clignantes, courent à un feu rouge, caché dans un camion juste devant la voiture de Mérine, donnent l'assaut. La scène est incroyable dans le film. Les policiers lèvent la bâche du camion, 5 fusils d'assaut tirent 21 balles. 17 seront retrouvés sur le corps de Mérine et ils lui ont pas laissé beaucoup de chance. Une fin violente donc, mais un film passionnant que vous pouvez retrouver sur Netflix. Eh ben, merci Théo Grévin en tout cas pour ce conseil ciné. Voilà, ça donne envie. Personnellement, je l'ai déjà vu et ça vaut vraiment le coup d'aller voir Mérine. Je crois qu'il est divisé en 2 ou 3 films, mais en tout cas, allez le voir si vous êtes abonné à Netflix. Merci Théo Grévin. Et dans moins de 2 minutes, on retrouve Alban Gamet de Saint-Germain, ou plutôt la blogueuse Camille, 2 LE bien sûr à la fin, et son Pimp My Penderie. Juste avant, on retrouve notre nouvel expert des réseaux sociaux, Florian Michelin, qui vous a posé une question simple sur les réseaux. Qu'allez-vous offrir à votre mère pour la fête des mères ce dimanche? Florian, c'est à vous. Oui, il y a la mère de Mathéo sur Twitter qui nous dit qu'il va lui faire un dessin. Il va faire un dessin pour sa maman. C'est mignon. Et moi aussi, chaque année, je faisais un dessin. Je m'appliquais bien. À chaque fois, je dessinais ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je dessinais à chaque fois un château. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Mais non, ma mère, ce n'est pas une princesse. Désolé maman, c'est juste que je sais dessiner que le château. C'est toujours le cas. Puis une année, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, je vais dessiner ma mère en extraterrestre. Je crois que j'ai failli me faire renier ce jour-là. En même temps, je la comprends. Regardez le dessin. Ah oui, oui, effectivement. Alors, Florian, j'ai jamais vu votre mère, mais même sans jamais l'avoir vue, je pense que c'est quand même un peu méchant. Oui, bah, n'oubliez pas, c'est l'intention qui compte. Mais encore, désolé maman.
Ouais, bah, j'espère qu'elle elle vous excusera. En tout cas, j'espère que Mathéo n'est quand même pas trop vieux parce que s'il a une vingtaine d'années, lui offrir un dessin cette année, ce serait un petit peu se foutre de la figure de sa mère. Mais en tout cas, merci Florent Michelin. On vous retrouve encore lors de cette émission pour faire un tour des réseaux sociaux donc, concernant la fête des mères. Et on est toujours sur Fréquence ESJ. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, sur le live Facebook en ce moment que vous regardez, sur Twitter, Instagram avec le hashtag Fréquence ESJ. Tout le monde s'est un petit peu laissé aller pendant le confinement, hein, et certaines femmes, peut-être vous, qui vous nous regardez, vous aussi, vous avez laissé un peu vivre plus librement votre poitrine. C'est ce qu'a démontré une étude très sérieuse parue hier sur un site tout aussi sérieux, Pimp My Penderie. Qui de mieux pour nous parler de tout ça que la blogueuse Camille. Bonsoir Camille. Salut mes loulous, salut les autres et salut Baptiste. Bon, alors c'est ça Bastien va toujours Camille, mais c'est gentil. Ouais, si tu veux. Bon, ça va, moi je suis grave contente. Les restos, ils ont réouvert, c'est trop topichette quoi. Eh ben, je suis super topichette que vous soyez contente Camille en tout cas. Topichouette. Ouais, par contre on dit rouvert Camille, hein, pas réouvert. Ouais, bah Denzio, c'est ce que je viens de dire. C'est du même au pareil pour moi. Et Dezio, on dit en revanche et pas par contre. Et ça fait bim, bam, boum dans ta tête, bolos. Bref, hier, j'ai mangé avec mes pinko au resto japonais Sakamamoto, pas loin du resto indien Poche à mon vélo. Super cool, parce qu'il m'avait trop manqué, quoi. En plus, j'adore le menu des neufs. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, tu sais pas. Parce que si t'ajoutes... Parce que si tu ajoutes un 0, bah, ça fait D90. Et D90, c'est la taille de mon soutif. C'est pas trop MDR? Bah si, j'étais peut-être pas sûr de vouloir avoir ces informations, mais c'est gentil Camille. Et du coup, tu vois, je me suis dit, bah tiens Camille de Zelle, si tu parlais de soutif à Basile, c'est cool, non? Bastien. Ouais, si tu veux. Ouais, bah en tout cas, tu ferais bien d'écouter parce que je suis sûr que tu connais pas ta taille de soutif. Et ce soir, je viens vous prodiguer mes conseils mode. Ouais, c'est le nouveau mot que j'ai appris tout à l'heure. C'est trop dingue gentil de prodiguer, non? Ouais, allez, c'est parti. C'est super dingue de prodiguer. En tout cas, je devrais penser à mettre un peu plus souvent de soutif. Vous avez raison, Camille de Zelle. Et du coup, c'est quoi la première chose à faire, Camille, pour choisir son soutif? Trop fastoche comme question. Il faut que tu mesures ton tour de taille. Du coup, il faut que tu prennes un mètre ruban et tu mesures sous ta poitrine en te tenant droite. Ensuite, tu fais pareil pour mesurer ton tour de poitrine. Après, ils m'ont perdu parce qu'il faut faire des opérations. Et moi, j'arrive déjà pas à compter toutes mes paires de loup-boutin. Alors, t'imagines là, faire une soustraction entre les deux tailles. Rien que d'y penser, j'en ai la tête grosse comme un compteur à gaz qui va exploser, quoi. Ouais, bah, faites attention hein, quand même. Et comment on sait si un soutien-gorge est à la bonne taille finalement? Bah ça, tu vois, c'est une super question parce qu'on sait tous qu'une poitrine, elle peut changer. C'est déjà bien de savoir ça, hein. Voilà. Et il y a plein d'indices qui permettent de savoir que ton soutif fétiche, il est plus adapté. Des indices qui sont... Alors là, je ne sais pas du tout parce que dans l'article que j'ai lu, ils ont écrit lettre pour lettre ce que je viens de te dire. J'avoue, je suis vilaine, j'ai fait du coller-copier, voilà quoi. D'accord, bah c'est magnifique comme travail journalistique, Camille de Zelle. C'est pas très pro quand même, hein. Ah bah toi, t'es toujours sympa, hein. T'es aussi agréable qu'un chewing-gum tout dur collé sous une table de CE2. Hein. Tu sais c'est quoi la différence entre le chiffre 1 et toi? Non, dites-moi Camille. Bah le chiffre 1 c'est égal à 1 et toi t'es désigual. Blague de modeuse, tu peux pas comprendre. Allez, salut bolos. D'accord, bah, j'ai vraiment pas compris, mais en tout cas merci et vous êtes toujours aussi gentil Camille de Zelle, ça fait plaisir, toujours cette bonne humeur. Merci beaucoup, en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine et dans même pas 2 minutes, on retrouve quelqu'un d'un peu plus intéressant que Camille de Zelle, c'est Cyril Arnaud pour parler de ses projets. C'est juste après avoir retrouvé Cyril Arnaud, pardon, l'hypnotiseur, hein, voilà, je vous le rappelle depuis le début de l'émission. On le verra juste après avoir retrouvé pour la deuxième fois ce soir Maître Philippine Rouvière-Flamand pour de nouvelles drôles de loi. Et cette fois-ci, vous passez à Cugnot. Si vous passez à Cugnot, assurez-vous d'être en très bonne santé, Philippine. Bah oui, parce que dans cette commune de Haute-Garonne, gare à vous si vous n'avez pas prévu votre mort. Depuis novembre 2007, le maire Philippe Guérin a mis en place un arrêté municipal qui interdit à toute personne ne disposant pas d'un caveau dans le cimetière de la commune de décéder sur le territoire. Alors si vous êtes... Oui, c'est atroce. Donc, si vous êtes simplement de passage, vous inquiétez pas, il suffit d'aller se faire enterrer ailleurs. Mais quand même, j'ai une pensée émue pour les 17 000 habitants de la commune qui doivent prévoir leur enterrement au point de se réserver une place dans un caveau des années à l'avance. Parce que même si on ne leur souhaite pas une mort accidentelle, ça arrive. En plus, d'après l'arrêté municipal, les contrevenants seront sévèrement sanctionnés pour leurs actes. Les pauvres, en tout cas, en même temps, je ne sais pas ce qui pourrait être pire que mourir. Mais pourquoi, en fait, on a pris cette décision? Ils n'aiment pas la mort à Cugnot, enfin un peu comme tout le monde, j'imagine. Alors, bien sûr, le maire n'a pas pris cette décision un jour en sortant du lit. Tiens, je vais interdire aux gens de mourir ici. Non.
Le problème de la commune, c'est que ces 2 cimetières sont remplis et qu'il restait en 2007 plus qu'une centaine de places. Et même si c'est triste à dire, 100 places dans un cimetière, ça part vite. Ouais, Le ouais. problème, c'était qu'aucun terrain praticable n'était disponible pour construire un autre cimetière. Heureusement, après de longues négociations avec le ministère de la Défense, rien que ça, un autre cimetière a pu être construit en 2017, mais il a bien fallu annuler l'arrêté municipal d'avant. Alors le maire actuel a décidé de mettre en place un référé pour la liberté de mourir à Cugnot. Tout est bien qui finit bien. Eh ben, je savais pas qu'il fallait demander au ministère de la Défense pour faire des cimetières. J'en apprends tous les jours et un sujet un peu plus gai que la mort. Maintenant, on parle du mariage. Bon, alors, se marier avec un membre de sa famille, c'est interdit. Oui, Jusque-là, tout heureusement. va bien. Oui, on est d'accord. Mais il y a une exception. On a le droit de se marier avec sa tante ou son oncle, et sa nièce et son neveu aussi. Tout dépend Ah bon. comment on se passe. D'accord. Et comment on fait pour y avoir droit? Alors, je dis ça vraiment par curiosité, hein. Je suis pas du tout intéressé. Alors, c'est quand même pas si simple. D'après l'article 164 du Code civil, il faut que le président de la République donne son accord. Il peut suspendre cette prohibition pour des causes graves. Donc, les causes graves, elles sont un peu moyenâgeuses puisqu'on peut avoir cette dérogation si une alliance faite par mariage est rompue par la mort d'un des 2 époux et que le seul moyen de continuer cette alliance, c'est le mariage avec un membre de sa famille. Je sais pas si vous D'accord. avez compris. Ouais, Moi, j'ai eu compris. Mais ça fait vraiment guerre de clans. Enfin, Voilà. tu fais des exactement. alliances, quoi. Ça Donc, on n'existe aurait plus aujourd'hui. pu... Pardon? Ça n'existe plus aujourd'hui, ce genre de Et choses. si, ça existe. On aurait pu croire que cette loi encore en vigueur est encore en vigueur parce qu'elle n'est jamais ressortie. Mais non, la loi sur le mariage a été modifiée en 2013 avec l'autorisation du mariage homosexuel, donc elle a déjà été retoquée. Alors aujourd'hui, on peut se marier entre tante et neveu, tante et nièce, oncle et neveu. Je crois que j'ai tout dit, mais toujours avec l'accord du président de la République, bien sûr. Eh ben, ça doit être sympa quand même. Vous découvrez une nouvelle fonction du président de la République. En tout cas, la loi, elle a donc été mise à jour en 2013, comme vous le disiez, et pourtant, elle n'a pas été modifiée. Merci, Maître Rouvière-Flamand. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles drôles de lois. Merci encore et n'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag FréquenceEJ. D'ailleurs, vous pouvez poser vos questions à Cyril Arnaud qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Cyril Arnaud. Alors, on a un petit problème, Cyril Arnaud, peut-être au niveau du micro. Cyril Arnaud, je vais vous demander de... Voilà, je vous entends Cyril Arnaud. Parfait. Bonsoir Cyril. Alors j'entends une personne qui parle encore, je ne sais pas d'où ça vient. Alors Cyril Arnaud, je vous entends de très loin. Voilà, je ne sais pas si vous avez des écouteurs, si vous pouvez enlever les écouteurs autour de vous. En tout cas, on va essayer de vous entendre un peu mieux, histoire de pouvoir en apprendre un peu plus sur votre parcours, ce que vous faites. Je rappelle que vous faites de l'hypnose thérapeutique également. Vous avez commencé par la magie, le mentalisme. Voilà, on va en découvrir un peu plus sur vous. Cyril Arnaud, est-ce que vous m'entendez bien? Et là, je vous entends bien. D'accord. Très bien. On vous entend un peu mieux, Cyril Arnaud. Je vais vous demander peut-être de vous rapprocher de votre micro pour qu'on vous entende le mieux possible. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir sur Fréquence ESJ. Et pour un petit peu expliquer qui vous êtes, pour découvrir un peu plus sur votre parcours, votre personnalité énigmatique, Axel Rebaud a adressé votre portrait. On l'écoute et vous me dites ce que vous en avez pensé ensuite. Axel. Alors bonjour Cyril Arnaud, donc vous êtes ancien mentaliste, passionné de magie depuis votre plus jeune âge, donc vous êtes donc un hypnotiseur aujourd'hui, vous vous produisez sur des scènes mais pas que, vous faites également des séances en cabinet où vous soulagez les addictions et les phobies. Moi je sentais un peu qu'on avait un charlatan comme les marabouts de Châtelet. En tout cas, c'est ce que je me suis dit avant de me rappeler que on vous avait déjà reçu dans notre émission Cyril Arnaud. Donc je suis allé revoir les extraits et après visionnage, je vais éviter de vous énerver, je pense, parce que j'ai pas trop envie que vous claquiez des doigts et bim, Axel, vous êtes à présent persuadé d'être une autruche. Non, on va éviter ça. Après, on fait cette émission par Skype, donc je suis peut-être à l'abri, je pense. Rien n'est sûr. Je préfère pas le découvrir. Je vais éviter de vous pousser, Cyril Arnaud, à me montrer l'étendue de vos talents. Parce que vos talents, Cyril Arnaud, justement, ils sont multiples. Vous avez d'abord étudié la psychologie cognitive et la PNL. Dommage, on ne parle pas de rap. Non, là, on parle de programmation neurolinguistique. Donc, c'est la science d'analyser le langage verbal et corporel de vos interlocuteurs. En bref, vous lisez dans les gens comme dans un livre ouvert. Alors, personnellement, je suis très pudique et j'ai des secrets très noirs. Donc, je vais essayer de rester le plus immobile possible pour vous compliquer un peu la tâche. Assez sombre. Oh oui, je pense aussi, ouais. Et avec ça, vous commencez déjà à vous produire sur scène, on vous prend même pour un télépathe avec vos techniques, et puis vous découvrez dans un film un artiste qui hypnotise quelqu'un et lui fait croire qu'il croque dans une pomme alors qu'en fait c'est un oignon.
Et là, bon, c'est le déclic, comme Steve Jobs en voyant cette pomme, enfin plutôt cet oignon du coup. Vous vous lancez dans l'hypnose, vous essayez d'abord sur vos proches, ça marche pas trop, mais vous lâchez rien, hein, vous continuez à vous entraîner. Et puis vient une soirée où vous tentez le coup, et là ça y est, vos amis sont complètement paralysés, et on est à peu près sûr que c'est pas à cause du champagne. Leurs pieds sont complètement soudés au sol, impossible de les lever. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais garder votre numéro, Cyril Arnaud, parce que la prochaine fois que mes voisins du dessus, ils font la fête et ils tapent du pied en dansant le Madison, eh ben, je vais vous envoyer les paralysés, moi aussi. Merci Axel Rebaud. Cyril Arnaud, est-ce que déjà tout est vrai dans ce portrait? Merci Axel déjà pour ce beau portrait. Oui, tout est relativement vrai. Voilà, en hypnose, on ne soulage pas les phobies, on les supprime, c'est quand même mieux. Ensuite, oui, c'est à peu près vrai. L'oignon, je crois que c'est pas dans un film, hein, c'est dans un spectacle, donc premier spectacle d'hypnose que j'ai vu dans un camping. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup, parce qu'on va revenir un petit peu sur comment c'est venu. À l'époque, j'étais encore dans la magie mentale, et en fait, sur une saison estivale, je me déplaçais sur divers établissements pour faire des spectacles et en même temps donner quelques cours de magie à des vacanciers, que ce soit les enfants ou les adultes. Et on m'a dit, bah tiens Cyril, en discutant comme ça de magie mentale et de mentalisme, on a abordé l'hypnose et on m'a envoyé voir un hypnotiseur dans un camping qui était pas très loin. Et c'est là que j'ai vu mon premier spectacle d'hypnose, alors que pour moi, j'y croyais pas vraiment parce que j'avais vu que de la télé. Et c'est là que j'ai commencé à analyser le comportement des gens sur scène, donc les sujets. Et en voyant ce numéro classique dans les spectacles avec l'oignon qui remplace un fruit, j'ai vraiment adoré. Et du coup, je me suis lancé vraiment dans l'hypnose. Et à ce moment-là, vous êtes dit, il faut que je fasse ça. Avant ça, vous avez dit que vous faisiez de la magie mentale. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est la magie mentale, la différence avec l'hypnose? Je vais pas me faire des copains là-dessus, mais c'est un sujet un peu sensible. La magie mentale, c'est un numéro de magie dans lequel va reposer l'effet de prédiction, de divination, de télépathie. Mais ça reste de la magie, avec un accessoire, avec une préparation, avec bien sûr un jeu de scène de magicien. Ce qu'on appelle aujourd'hui mentalisme en spectacle, mais ça reste de la magie mentale. Les mentalistes, ils sont très très peu en France. Eux, ils n'ont aucun accessoire. Et pour réaliser les effets de télépathie, de divination et de prédiction, à titre ludique, parce qu'en général, ils sont plutôt affiliés à de la conférence, à de la formation, à l'accompagnement et au développement de la personne. Mais les mentalistes vont utiliser vraiment la psychologie cognitive, vraiment de la PNL et bien sûr de l'hypnose. Dès qu'il y a un accessoire, en général, c'est de la magie. Maintenant, ça reste des très beaux numéros. C'est également ce que je faisais moi avant, magie mentale. Je faisais un peu de mentalisme, mais de là à me nommer mentaliste, je ne pourrais pas, ça serait trop prétentieux. D'accord. Mais voilà. Axel a parlé. C'est des très beaux spectacles. Axel a parlé dans le portrait, et vous venez de l'évoquer, la PNL, la programmation neurolinguistique. Simplement, quelques mots, ça veut dire quoi un peu ce langage scientifique? En fait, oui, c'est vrai que ça fait un peu scientifique. En fait, à partir du moment où on vient au monde, on est déjà programmé par rapport à ce que l'on a ressenti dans le ventre de notre mère, par rapport au milieu dans lequel on va évoluer, par rapport aux gens avec qui on va grandir et la société, bien sûr, qui nous entoure. Donc, programmation, c'est la manière de nous de voir le monde. Neuro, c'est la manière dont nous, on va commencer à interagir, à réfléchir, à réagir, etc. Et linguistique, c'est la manière dont on va le communiquer. Pas forcément avec le langage verbal, mais ça peut être aussi le non-verbal. La PNL, en fait, est un outil de développement personnel qui va nous permettre de communiquer déjà avec soi, mais aussi avec et envers les autres. Alors, ainsi, on peut commencer à développer l'empathie, on peut bien sûr mieux argumenter ou mieux vendre, entre guillemets, un produit ou un service, plein de choses qui vont faire en sorte que la communication va être beaucoup plus positive. Voilà. D'accord. Et pour en revenir à l'hypnose, c'est donc vraiment arrivé lors d'une soirée, la première fois que vous avez enfin réussi à hypnotiser quelqu'un? J'ai vu un spectacle d'hypnose où j'ai commencé à me former un peu en autodidacte. Alors forcément, c'est pas la meilleure manière d'apprendre. En lisant des livres, en regardant des... Vraiment, voilà, j'ai lu des bouquins, j'ai acheté des formations en visio, internet. C'est à la portée de tout le monde? Ou il faut des Oui, et comme tout en fait. Si aujourd'hui vous voulez devenir guitariste, vous allez au magasin de musique du coin, vous achetez une guitare, vous achetez un bouquin de cours de guitare, vous apprenez tout seul. Maintenant, est-ce que la guitare est faite pour vous? Est-ce que vous êtes fait pour faire de la guitare? C'est pas sûr. Mais vous arriverez à faire des choses. L'hypnose, c'est pareil. On peut tous, bien sûr, tout apprendre dans la vie. Maintenant, ce
ce qui est important, c'est de se connaître soi et de dire, voilà, je veux apprendre ça, mais est-ce que je vais être assez en lien avec cette activité ou ce loisir pour persévérer, pour continuer d'apprendre encore, de vouloir m'améliorer, d'aller au-delà, bien sûr, on appelle ça des échecs, mais j'aime pas le mot échec. Pour moi, il y a toujours des résultats. Donc voilà. Mais oui, on peut justement, la première fois où vous vous rendez compte que ça fonctionne, que vous avez réussi à hypnotiser quelqu'un, vraiment la première fois de votre vie où ça fonctionne, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je vais essayer de bien sûr, il doit y avoir une sensation un peu bizarre quand même. Un mélange de fierté, de bonheur, un rêve qui se réalise, hein, parce qu'en fait, la première fois qu'on voit ça, on se dit, mais si un jour je saurais faire au moins que la moitié de ce que le mec ou la femme fait sur scène, je serais content. Mais en fait, finalement, après, on n'arrête pas de vouloir s'améliorer. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses par Internet, par des livres et tout ça. Donc forcément, j'ai ramé ma première représentation, c'était un premier essai sur un anniversaire de mon meilleur ami. Et c'est la première fois que je faisais de l'hypnose. Donc oui, j'ai ramé, j'ai mis presque 20 minutes à faire ne serait-ce que lever un bras, chose qu'on fait aujourd'hui en 2 minutes. Mais voilà, donc je sais que c'était... mais j'ai persévéré et quand j'étais presque sur le point de dire, bon allez, j'arrête, parce que 20 minutes à parler, à décrire, à contextualiser... Ça doit être très fatigant. Et puis on voit les gens qui observent en même temps, et puis il était très tard parce que c'était une fin d'anniversaire. Et puis là, je vois effectivement les premiers effets commencer à se produire. Et là, j'ai réenchaîné. Et c'est de là qu'a commencé vraiment mes premières démonstrations. Puis après, de soirée en soirée, à chaque fois, ah bah tiens, Cyril, tu fais de l'hypnose, on peut pas faire quelque chose. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut pratiquer tout le temps. Après, j'ai fait une vraie formation. Et tout le monde est réceptif à l'hypnose? Oui, bien sûr, nous sommes tous réceptifs. Mis à part les enfants en très bas âge, certaines personnes qui sont atteintes de certaines maladies mentales et les personnes qui sont vraiment sous l'effet de certaines drogues ou d'alcool. Là, le message ne peut pas passer. Mais en revanche, tout le monde est réceptif, mais à des degrés différents, il y a des façons différentes de l'exprimer. C'est pour ça qu'en spectacle, et je dis bien en spectacle, on va effectuer des tests de suggestivité pour voir simplement, et plutôt pour repérer et sélectionner les personnes qui vont être très rapidement suggestibles à l'hypnotiseur ou à l'hypnotiseuse, et même de manière expressive. Parce qu'une personne qui est sous hypnose mais qui ne réagit pas vraiment de manière expressive, le spectateur ne va pas forcément voir quelque chose d'intéressant. Oui, effectivement. Cyril Arnaud, dans quelques instants, on va parler de votre dernier spectacle et également de la crise du Covid qui a dû chambouler un petit peu tout votre agenda. Mais avant ça, on va faire un tour du côté des réseaux sociaux avec Florian Michelin, qui est allé un petit peu creuser, voir ce qui se raconte sur Internet à votre sujet. Florian, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Alors, visiblement, on a un peu de mal à recevoir Florian. Il a peut-être oublié. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend, Florian. Voilà. Je disais bonsoir. Oui, donc je disais dans les espaces commentaires, il y a vraiment de tout. On a des beaufs comme Sylvain. L'hypnose, ça a l'air efficace pour calmer ma femme quand elle s'énerve. Apprenez-moi, s'il vous plaît. Ou encore plus subtil avec Sébastien, l'inconscient, la partie submergée de l'iceberg. L'hypnose, c'est une sacrée technique de drague. C'est parfait pour briser la glace. Mais le pro des beaufs, ça reste Hervé qui, lui, n'a pas besoin de travailler. Il hypnotise déjà avec ses paix. Très classe, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Dans une vidéo, vous dites... classe, Florian. Ouais. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Hein. Là, c'est dans les commentaires. Dans une vidéo, vous hypnotisez une jeune femme et elle vous donne son téléphone sans s'en rendre compte. Du coup, dans les commentaires, on a eu le droit au... Ça a bien évolué le métier de pickpocket. Bien sûr, il y a aussi des sceptiques comme Philippe qui crie au charlatanisme. Fantôme esprit vous défend, lui répond avec 4 fautes d'orthographe. Tu as essayé avant de dire ça ? C'est prouvé scientifiquement. Philippe ne se laisse pas faire et rétorque tel un Illuminati ou un reptilien. Je suis très dubitatif que cela fonctionne aussi efficacement. Mais je sais aussi que la CIA a investi des millions dans des projets de manipulation mentale pour des assassinats par intérim, le projet MK-Ultra. Certains dossiers sont aujourd'hui déclassifiés, mais pas les cibles et les agents. Bref, pour lui, vous êtes un ancien agent secret au service de l'État et vous tuez des gens, mais je sais que ce n'est pas vrai, car à côté de tout ça, il y a aussi en majorité tous ces beaux commentaires de gens qui ont découvert une passion, un art grâce à vous, et j'en passe. Mais bon, désolé, je ne suis pas celui qui fait des compliments. Merci Florian Michelin pour ces théories du complot. En tout cas, par rapport à ce que disait Florian Michelin et les commentaires, Cyril Arnaud, est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose ? Est-ce qu'il y a des risques que ce soit utilisé avec de mauvaises intentions ? Alors, ça revient souvent cette question et merci de la poser. Alors effectivement,
tout le monde pense qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec de l'hypnose. Alors, même si on tombe sur une personne pas très bien intentionnée, il faut savoir qu'on dispose tous d'un fusible et qu'on est libre de faire ce qu'on a envie de faire vraiment, même sous hypnose. Et justement, lorsqu'on voit des personnes qui, sous hypnose, que ce soit sur scène ou ailleurs, se montrent un peu, extraverties, eh bien c'est qu'en fait les personnes elles sont tellement introverties peut-être dans leur vie habituelle, que sous hypnose, elles vont laisser tomber des barrières et elles vont oser faire ce qu'elles n'ont jamais osé faire. Maintenant, on peut très bien demander le code de carte bleue ou autre chose. La personne, si elle finit par le faire, c'est qu'au fond d'elle-même, elle voudra le faire. Mais c'est pas à cause ou grâce à l'hypnose en fait. L'hypnose est qu'un moyen de communication qui permet à la personne de se libérer de ses barrières. Maintenant, si la personne, à n'importe quel moment, elle se sent en danger, ou alors dans une action qui n'est pas très écologique pour elle, elle va être à un stop. C'est pour ça que souvent en spectacle, on voit des personnes qui soudain, alors que ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, qui font des choses invraisemblables, elles vont sortir de l'hypnose. Parce que simplement l'effet ou la suggestion ne leur convient pas. Écoutez, ça a pu rassurer ceux qui étaient peut-être un peu inquiets à ce niveau-là. On parle maintenant de la crise du coronavirus. Vous êtes artiste, vous produisiez dans des salles. Tout s'est arrêté à cause de cette épidémie de coronavirus. Quelle perspective vous avez pour l'avenir? Est-ce que vous savez déjà quand est-ce que vous allez pouvoir retourner sur scène? Alors, pour moi, c'est très simple. Pour moi, tant qu'il y a le virus, c'est impossible de retourner sur scène. Parce que tout simplement, impossible de faire de l'hypnose avec les gestes barrières? Je me vois mal déjà, moi, en tant que citoyen déjà. On a été enfermés près de 2 mois. On est au mois de juin, la période estivale démarre. J'ai envie de plein de choses, sauf d'aller m'enfermer dans un théâtre. Même s'il y a des choses très intéressantes à aller voir. Ensuite, il y a juillet-août qui arrive, c'est les vacances. Et après, en septembre, on a tous les rentrées des classes dans la tête. Encore plus pour ceux qui ont des enfants. Donc, aller au spectacle aujourd'hui, ça devient très compliqué. Maintenant, pour un spectacle d'hypnose, qui est très interactif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des gens dans la salle. Donc, faire un spectacle d'hypnose devant une salle où il y a une seule personne, tous les 3 sièges, voire 4, plus des masques, c'est pas vraiment encourageant. En plus, il n'y aura pas l'effet de masse, parce qu'en fait, l'hypnose agit beaucoup sur l'effet de masse. Donc, ça risque de mettre des bâtons dans les roues du spectacle. Et après, une fois que les personnes vont sur scène, on fait comment? On met des cercles, il ne faut pas qu'ils se touchent, il ne faut pas qu'ils s'approchent à 1m50. Moi, il faut que je porte un masque, c'est pas possible en fait. Donc, c'est impossible de le faire tant que le virus ne sera pas presque complètement éradiqué. Est-ce que vous avez profité par exemple du confinement pour faire de nouveaux projets, travailler sur peut-être de nouvelles choses? Je pense que le confinement nous a tous permis de réfléchir autrement, de penser à d'autres choses. Mais je voudrais juste revenir sur cette partie de spectacle quelques instants. Pour dire que non, pas seulement l'hypnose ou la magie, mais tous les spectacles qui sont interactifs, à partir du moment où il y a plusieurs personnes sur scène, que ce soit des comédiens ou que ce soit un spectacle de magie ou d'hypnose avec des gens du public qui vont sur scène, c'est impossible de créer de l'interaction avec des gestes barrières. Donc tant qu'on aura le virus et des gestes barrières, les spectacles ne pourront pas se faire. On a beau rouvrir les théâtres et les salles de spectacle, les artistes ne peuvent pas retravailler. Maintenant, un one-man show dans lequel on s'adresse uniquement aux gens dans la salle sans qu'il y ait vraiment d'interaction physique, oui, pourquoi pas, comme au cinéma, ça pose pas de problème. Mais j'essaie de soulever ça parce que je sais que vous êtes très regardés, et si au niveau du gouvernement ou des autorités ils peuvent comprendre, parce que c'est très compliqué pour eux de comprendre ce milieu-là, que déjà on n'est pas tous intermittents, il y a des intermittents certes, mais il y a aussi des entrepreneurs, il y a des sociétés, que ce soit des théâtres, des artistes ou des salles de spectacle ou des producteurs, et que on a plein de statuts différents et on est tous quasiment gelés. Au moins, Cyril Arnaud, vous pratiquez aussi l'hypnose thérapeutique, c'est-à-dire hors spectacle. Est-ce que vous continuez cette activité là où ce serait seulement avec une personne? Vous la continuez celle-ci? Oui, je la continue, mais je la limite. C'est-à-dire que pendant 2 mois, j'ai stoppé tous les rendez-vous. J'ai stoppé tous les rendez-vous. Pour moi, c'est hors de question de le faire par visio parce que dans ma manière de travailler, je travaillais beaucoup sur l'observation des comportements et des micro-comportements, ne serait-ce que le clignement des paupières, la respiration. Et ça, à travers la visio, c'est pas forcément faisable. En plus, j'ai besoin d'être en contact avec la personne. S'il se passe quoi que ce soit, je ne peux même pas, ne serait-ce que lui parler de près ou ne serait-ce que lui toucher le poignet ni rien.
Donc j'ai tout stoppé et j'ai repris là récemment parce que j'ai de la demande. Mais bien sûr, c'est dans des conditions très techniques. Donc bien sûr, l'espace doit être prévu pour ça. Il doit être, bien sûr, je prends soin de le nettoyer, désinfecter. On a les masques, les gestes barrières quand même. Mais c'est pas très confort. Donc je limite vraiment les consultations. Je préfère en faire beaucoup moins, mais les faire de manière très appliquée plutôt que de brasser et ça rime à rien en fait. Donc pour moi, l'activité est quasiment gelée jusqu'à septembre-octobre. Très bien. Merci en tout cas Cyril Arnaud. Merci d'être venu chez nous sur Fréquence EJ pour nous parler. Merci à vous de m'avoir invité en tout cas. C'est toujours un plaisir. Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous Cyril Arnaud. On espère bien sûr vous revoir très vite sur les planches des théâtres français avec le spectacle Hypnofolie, on le rappelle, quand le contexte sanitaire bien sûr le permettra, comme on vient d'en parler. Bonne soirée en tout cas Cyril Arnaud. Prochaine date, normalement 28 octobre au théâtre d'Aix-en-Provence. C'est noté, 28 octobre. Très bien, au théâtre d'Aix-en-Provence. Merci en tout cas Cyril Arnaud encore une fois. Merci à vous tous. On est ensemble en tout cas pour encore un petit quart d'heure, un peu plus d'une dizaine de minutes. Alors n'hésitez pas à réagir sur tous nos réseaux sociaux de Fréquence EJ. Et on retrouve à nouveau maintenant notre chef Mathilde Couvillère-Flornois qui nous présentait tout à l'heure la recette du McFlurry. Cette fois-ci Mathilde, on reste dans le thème du soleil et de la chaleur, mais ce n'est pas une recette à déguster cette fois-ci, mais plutôt une recette à appliquer sur votre peau pour parfaire votre bronzage. Oui, on change un peu. Sachez que les aliments que vous avez chez vous ne servent pas seulement à être mangés, ils ont plein d'autres fonctions. Et justement, je vais vous proposer ce soir de parfaire votre bronzage avec plusieurs recettes naturelles de gommage pour le corps et de crème hydratante. Et l'avantage avec votre recette, c'est que c'est 100% naturel et que tous les ingrédients proviennent soit de votre frigo, soit de votre placard. Tout est chez nous. Exactement, donc je vais vous proposer plusieurs recettes de crème et de gommage pour le corps suivant un ordre chronologique bien établi. Tout d'abord, il faut faire des gommages pour retirer toutes les peaux mortes avant de vous mettre au soleil, sinon votre bronzage ne tiendra pas longtemps. Pour ce faire, la recette du gommage naturel maison, vous mélangez de l'huile de coco avec du sucre en poudre et vous massez délicatement votre peau. Vous allez voir, ça marche très bien. J'essaierai ça avec plaisir. Et pour accélérer le bronzage, il y a aussi une recette naturelle. Vous mélangez à votre crème solaire 3 cuillères à soupe d'huile de noix, 3 de jus de citron et 3 d'eau salée. C'est le remède de grand-mère, quoi. Ah oui, vraiment, vraiment. Vous secouez tout ça et vous verrez quand vous mettrez de la crème solaire, vous allez bronzer plus vite. Alors par contre, je déconseille aux personnes qui ont la peau très pâle de le faire car ça pourrait au contraire provoquer de graves coups de soleil. C'est à faire quand on a déjà un bon teint allé. Et bien sûr, après s'être exposé au soleil, il faut bien s'hydrater la peau. Alors, les crèmes hydratantes et huiles après soleil sont primordiales car elles aident la peau à se régénérer. Donc, comme huile après soleil, je vous propose d'appliquer de l'huile d'argan ou de l'huile d'avocat et de bien vous masser avec et pour que votre bronzage soit bien éclatant. Et en cas de coup de soleil, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la solution miracle? Alors, je pense qu'on connaît tous la Biafine, cette crème bien épaisse, qui sent un peu trop fort d'ailleurs. Ça reste évidemment très efficace, mais si certains n'aiment pas trop la Biafine, vous pouvez tout simplement appliquer du yaourt sur vos coups de soleil pendant 15 minutes. Et oui, et ça calmera la douleur. Et ça sentira un peu meilleur. Merci Mathilde pour toutes vos indications. Maintenant, vous savez quoi faire pour avoir un beau bronzage sans acheter des crèmes et gommages très chers en magasin. Merci Mathilde Couvillère-Flornois. Et dans un instant, on retourne une dernière fois du côté des réseaux sociaux avec Florian Michelin. Avant ça, on retrouve le conseil de surveillance des artistes de Manon Blangis, le fameux CSA, pour découvrir les coulisses d'une nouvelle chanson. On avance un peu dans le temps par rapport à tout à l'heure et Song 2 de Blur. Et cette fois-ci, Manon, registre totalement différent. On est en 2006 et sortait Back to Black d'Amy Winehouse. La diva Amy Winehouse n'a pas eu une vie facile. On le sait, elle est décédée à l'âge de 27 ans seulement en 2011. Eh bien, sachez qu'en 2006, c'était déjà très compliqué pour elle. Au moment où elle est en studio pour écrire son nouvel album, qui va s'appeler d'ailleurs Back to Black, elle vient de rompre avec Blake Fielder Civil, avec qui sa relation était très passionnelle. Elle chante d'ailleurs dans Back to Black « You love blow and I love puff », qui signifie globalement « Tu aimes la cocaïne et j'aime la marijuana ». Bon, ce ne sera pas vraiment l'objet de leur rupture, mais ça illustre bien leur vie. Ah, ça devait être sympa en tout cas ce couple. Et du coup, cette rupture, Amy Winehouse l'a très mal vécue et elle a donc écrit Back to Black sur sa vie à ce moment-là. Elle l'a expliqué dans une interview au Sun Magazine. Back to Black, donc le retour en noir, c'est quand tu viens de finir une relation et que tu retournes à ce qui est confortable pour toi. Mon ex est retourné voir son ancienne petite amie et moi, je suis retournée à boire et à des moments sombres de ma vie.
on plante le décor, voilà. C'est Et sympa. Amy Winehouse, oui, voilà. Amy Winehouse, c'était quelqu'un de très torturé, hein, qui faisait donc beaucoup d'excès. Elle a aussi avoué au Rolling Stone Magazine que pratiquement toutes les chansons de l'album étaient à propos de Blake et que ça avait été très cathartique pour elle. Elle s'est sentie très mal après la façon en fait dont il s'était traité. D'accord, bah en tout cas ça doit faire bizarre pour le petit ami d'écouter l'album en sachant que c'est pour lui. Et du coup elle a écrit Back to Black en 2 ou 3 heures seulement selon le producteur Mark Ronson. Mark Ronson, c'est celui qui a fait Uptown Funk, vous savez aussi avec Bruno Mars. Oui, Vous je vois connaissez très bien. Exactement, voilà, bah, c'est un grand producteur de musique et c'était la première fois qu'il collaborait avec Amy Winehouse. Il expliquait à Mojo en 2010 que la première fois qu'ils s'étaient vus, Amy pensait que c'était encore un vieux avec une barbe qui allait sûrement l'ennuyer. Allez savoir, en fait, il s'avère que c'est pas du tout le cas. Non, il est trop Ils cool, ont Mark parlé, Ronson. mais bien sûr, et ils ont parlé de ce qu'Amy Winehouse aimait en musique. Et elle a expliqué qu'elle aimait aller dans les bars et les clubs pour jouer au billard avec son copain et écouter The Shangri-Las. C'est un groupe féminin des années 60. Mark Ronson lui a donc dit « Écoute, je n'ai rien à te jouer pour le moment, mais si tu me laisses bosser sur quelque chose pendant la nuit, tu peux revenir demain. » Bon, déjà, c'est lui qui décide. Hein. Et le lendemain, il est revenu avec ses notes de piano qui sont devenues les accords du couplet de Back to Black. Leur collaboration a tout de suite fonctionné et Back to Black s'est écrit très rapidement. Ah, d'accord, je savais pas du coup que Mark Ronson avait participé à ce morceau. C'est un producteur de génie quand même, et il a affirmé que la chanson Remember, Walking in the Sand par The Shangri-Las avait été la plus grosse influence de Back to Black. Merci Manon Blanche-10 encore une fois de nous avoir fait découvrir tous ces secrets sur ces morceaux. Et on est encore ensemble pour un peu plus de 5 minutes dans Storytelling, mais on a encore le temps de refaire un tour une dernière fois du côté des réseaux sociaux avec Florian Michelin. Florian. Et oui, je vous demandais toujours qu'est-ce que vous voulez acheter à votre mère pour la fête des mères. Et Laura nous répond une crème de chez Clarins. Vous pensez lui faire plaisir avec une crème anti-rides, c'est cher, mais à chaque fois qu'elle se regardera dans le miroir, elle ne pourra s'empêcher de penser que vous la trouvez vieille et ridée. Tout le monde ne peut pas être comme Bastien et moi et se bonifier avec le temps. Évitez d'offrir. Oui, de rien, c'est gratuit. Évitez d'offrir aussi à votre mère les crèmes au placenta, les colorations spéciales cheveux blancs, les crèmes anticellulite et les abonnements programme régime. En gros, évitez tous les cadeaux de fête des mères qui veulent dire « Maman, t'es vieille ou t'es grosse », ça fait jamais plaisir. Merci Florian pour ces conseils. Vous êtes vraiment de bons conseils aujourd'hui, Florian, pour les cadeaux de fête des mères. Oui, bien sûr, assumez votre âge. De toute façon, vous êtes nos mamans, donc on vous aimera toujours. En tout cas, merci Florian Michelin. On vous retrouve la semaine prochaine. Et pour finir cette émission, on retrouve Samuel Mesberg et ses records insolites. Et pour le deuxième record de Samuel, on reste dans le milieu du cinéma comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, il va nous parler d'un acteur, lui aussi auteur d'un record complètement dingue, Samuel. Voilà, après vous avoir présenté le film avec le plus de réalisateurs, voici l'acteur avec le plus de films à son actif. Il est indien et il s'appelle, alors attendez, je vais prendre mon temps, Ramanandam Kaneganti. Il a 64 ans. Ouais, je suis chaud en indien, c'est malin, c'est mon LV2 au bac. Il a 64 ans et a joué dans 968 films depuis 1987. Un score incroyable qui lui fait une moyenne de 35 films par an. Et le pire, c'est que ce chiffre peut et va encore être amélioré parce qu'il continue de jouer dans des films. D'accord, donc c'est le genre d'acteur qu'il faut apprécier parce que sinon ça peut être vite embêtant de le voir partout, quoi. Ça c'est sûr, hein. Vous pouvez même avoir l'impression qu'il fait partie de votre famille tellement il a joué dans des films, surtout si vous êtes fan du cinéma Telugu. C'est là que vous me demandez, mais qu'est-ce que c'est le cinéma Telugu? Le cinéma Telugu, c'est le cinéma pour lequel est connu notre ami Brahmanandam. Il représente un segment du cinéma indien consacré à la production de films en langue Telugu. C'est la langue officielle des États indiens de Telangana et d'Andhra Pradesh. D'accord. Eh ben, écoutez, il y a plusieurs langues en Inde, on en apprend tous les jours. Et entre le Guinness des records, être dans le Guinness des records n'est pas la seule récompense obtenue par Brahmanandam Kaneganti. Vous le dites mieux que moi. Pas mal quand même. Mais non, en effet, c'est un acteur très apprécié en réalité en Inde. 6 victoires du meilleur acteur masculin au Nandi Awards, qui récompense les acteurs du cinéma Telugu. Il a gagné aussi d'autres récompenses pour son jeu d'acteur au niveau national, mais il a surtout, en 2009, reçu de la part du gouvernement le titre de Padma Shri, qui représente la 4e plus haute récompense civile en Inde pour ses contributions à l'art. D'accord, donc c'est un peu comme le chevalier des arts et lettres en France, quoi. Voilà, c'est à peu près la même chose. Et du coup, il a établi ce record en seulement 33 ans, ce qui n'est pas non plus énorme, et du coup, il risque de continuer à l'exploser pendant encore quelques temps.
Exactement, et ça va même lui permettre d'ailleurs de battre un second record, enfin peut-être celui de la longévité dans le cinéma à Tollywood. L'homme qui détient ce record est d'ailleurs une vedette là-bas. Allu Ramalingai est un acteur connu qui a joué dans un peu plus de 900 films aussi, pendant un total, lui, de 51 ans, plus que 18 ans pour Brahmanandam Kaneganti pour battre ce second record. Bon, bah ça devrait aller, je pense. Il devrait tenir sur la longueur. Merci en tout cas, Samuel Esberg, pour ce record totalement fou. Donc, une spéciale cinéma aujourd'hui. Et comme tous les autres, on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Et pour rappel, Tollywood est le nom, bien sûr, donné à l'industrie du cinéma indien. Voilà, il y a Bollywood et il y a Tollywood aussi en Inde. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Et Storytelling, c'est déjà fini. Alors merci à tous, bien sûr, vous qui nous regardez, de nous avoir suivis pendant cette émission. Merci à Cyril Arnaud aussi, bien évidemment, d'être venu nous parler ce soir de son spectacle Hypnopholie, de sa carrière et aussi de ses projets futurs. Et bien sûr, on espère le voir très prochainement dans les salles de France pour performer et hypnotiser encore une fois son public. Merci également à toute la rédaction de Fréquence ESJ, qui m'a accompagné lors de cette émission, de continuer à vous divertir et vous informer en s'amusant chaque semaine, même si on est encore chacun depuis chez nous pour respecter au mieux les mesures sanitaires. En attendant, le prochain rendez-vous sur Fréquence ESJ, c'est vendredi soir avec Time Break de 21h à minuit pour 3 heures de débat et de talk sur Fréquence ESJ avec des noms que vous connaissez très bien, Lucas Pierre, Manon Blangis, Abangamé de Saint-Germain, Axel Rebaud, Florian Michelin ou encore Benjamin Poulain, son nom m'a échappé. Donc n'hésitez surtout pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux en recherchant Fréquence ESJ sur Twitter, Facebook, Instagram pour ne rien rater de l'actualité de notre média. Et nous... 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.